on accueille maintenant Paul Sanchez et Sylvain Perronnet. Donc Paul, il n'est plus à présenter, c'est un expert historique de la scène du référencement français. Il est cofondateur de l'agence SEO Hackers et des formations High Level et on le retrouve régulièrement en première place des concours SEO, mais aussi sur les scènes des plus grands événements digitaux. Autre très grand nom du référencement, Sylvain est souvent évoqué comme un des meilleurs chercheurs en algorithmique. Fondateur de nombreux outils SEO tels que Your Text Guru ou Babartech, son ambition principale dans la vie, c'est de donner toutes les cartes en main aux acteurs du digital afin d'atteindre au mieux leurs objectifs. C'est un duo inédit entre deux visions aux antipodes du SEO qui nous font le privilège de témoigner aujourd'hui de leurs expériences colossales respectives. Et en effet, à l'heure d'un SEO en pleine évolution, que ce soit par l'irruption de nouvelles technologies comme l'IA, qui ont un fort impact technique bien évidemment, ou parce que de nouveaux canaux de trafic apparaissent comme Discover, Paul et Sylvain vont aborder aujourd'hui avec nous les liaisons plus ou moins dangereuses entre ces trois éléments, le SEO, l'IA et Discover. Ils sont dans un bateau, arriveront-ils à cohabiter? Les réponses de Paul et Sylvain. Merci Margot pour cette présentation super sympathique. Merci. On y va? Ah, on y va. Bonjour à tous. Vous dormez pas? C'est bien. Bon, allez. Donc Sylvain, bah, vas-y, c'est quoi ça? Des magnifiques images générées par du Stable Diffusion. D'accord. Voilà, que dire d'autre. À partir des mots AI, SEO, Discover et Bot. Et on voit la réussite de l'intelligence artificielle dans toute sa splendeur. C'est pas toujours très pertinent. Voilà. Allez, on y va. Donc, moi, je suis Paul Sanchez, elle a très bien présenté, cofondateur de l'agence SEO Hackers. Tu sais, il y a un jour, on te demande, vas-y, faut faire une photo pour tel machin. Et moi, les photos, c'est pas ma cam. Donc, j'ai demandé à ma femme de me prendre devant un mur blanc. Voilà. Il y en a un à qui ça convient pas? Bon, bref. Cofondateur du SEO High Level, que certains ont pratiqué et pratiquent encore. Créateur de KeyDuplicate. Et ça, c'est Sylvain qui m'a mis une petite baseline sympathique. Oui, parce que c'est vrai. On va arrêter de se... On est filmé? Oui. On va arrêter de se... Vas-y. Moi, c'est Sylvain Perronnet, créateur, mais pas tout seul, des outils Your Text Guru. Par exemple, dans la salle, il y a deux des créateurs de Your Text Guru, Fred et Benoît, mais qui doivent être... Ah si, Fred est là, et Benoît aussi, mais c'est incroyable, fantastique. Et Babartech. Et avant ça, j'ai été chercheur en algo, donc dans la fonction publique. En algo pour la prise de décision, c'est très important. Maintenant, on appelle ça de l'intelligence artificielle. Mais jusqu'il y a 2 ans, on évitait de dire qu'on faisait de l'intelligence artificielle. Ça a beaucoup changé récemment. Voilà, c'est devenu glamour. Alors, intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Ici, vous avez un truc que vous n'arrivez pas à lire, c'est normal, c'est trop petit, magnifique screen. C'est le programme d'un séminaire de recherche qui a été fait en août 1955 qui a défini ce qu'était l'intelligence artificielle. Donc, c'est littéralement le séminaire où les gens ont inventé le terme intelligence artificielle. Et ils ont expliqué que l'intelligence artificielle, c'était quoi? C'était un ensemble de techniques informatiques qui permettaient à la machine de faire un certain nombre de tâches qui sont surlignées en vert, que vous n'arrivez pas à lire, c'est tout à fait normal aussi. Il y avait 7 tâches qui étaient prévues, et parmi les 7, c'est intéressant de regarder, 70 ans plus tard quasiment, où on en est. Et sur le slide d'après, il y a des éléments que nous avons mis en avant. Et maintenant, je vais vous lire ce qu'il y a dedans. Ici, il y a la capacité à un ordinateur d'utiliser le langage naturel. Donc utiliser la langue française, anglaise, etc. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire maintenant avec ChatGPT. Et on sait le faire en utilisant des réseaux de neurones, ce qui était dans le programme de 1955, tout en haut ici, et avec des algos qui s'auto-améliorent, qui sont capables d'apprendre de leurs propres résultats pour s'améliorer pour les itérations successives d'utilisation. Et c'est les seules choses qui ont été réellement bien réalisées du programme de 1955, et c'est dans les dernières années que tout s'est cristallisé. Tout le reste, la créativité de l'intelligence artificielle, etc., sont des choses qui sont encore un rêve complet pour nous. Voilà. C'est tout ce que je vais dire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, oui. Alors, l'intelligence artificielle, oui, les premiers slides, vous verrez, c'est assez académique, hein, je suis désolé. L'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique qui contient beaucoup de sous-disciplines. La capacité à raisonner, la capacité à structurer l'information, etc., etc. Toutes ces disciplines, dont vous connaissez peut-être certaines, elles sont utilisées par les moteurs et elles sont utilisées aussi par les SEO. Et j'ai mis en voyant large. Et il y a un petit code graphique pour le slide d'après. Quand il y a un robot, c'est que c'est le moteur de recherche qui travaille. Et quand il y a des mecs bizarres avec des cagoules, c'est que c'est les SEO. Alors, si on regarde après, que font les uns et les autres? Les moteurs de recherche, ils savent quasiment tout faire, en fait.
Ils font de la représentation de la connaissance. Vous connaissez tous le knowledge graph, par exemple. C'est littéralement ça. Ils font ce qu'on appelle du planning. C'est la capacité à structurer les tâches qu'il faut réaliser les unes derrière les autres, et de la meilleure manière. Ils font de la vision. Ils font du traitement de la langue. Ils font ce qu'on appelle de la social intelligence. C'est agréger les tâches faites par des êtres humains pour faire un calcul sans leur dire. C'est reCAPTCHA, par exemple, typiquement la première tâche de ce type-là chez Google. Et puis, il y a ce qu'on appelle le machine learning, qui est vraiment ce que la plupart des gens connaissent en intelligence artificielle, avec de l'apprentissage de différents types. Et il y a du traitement de la langue également. Les SEO, eux, par contre, ils font beaucoup moins de choses. Ils savent faire de l'apprentissage voilà, supervisé ou pas. Pourquoi faire? Pour, par exemple, prédire si une page est de qualité et du spam. Ils font du clustering pour par exemple, classifier des mots-clés ensemble. Et puis, bien sûr, on fait du traitement de la langue avec des réseaux de neurones. Mais quand je dis on fait, on ne fait pas vraiment du traitement de la langue. On utilise du traitement de la langue qui est basé sur des méthodes à base de réseaux de neurones. Donc, il y a une sacrée différence entre ce qu'on est capable de faire et ce que le moteur fait. Mais voilà, ça montre un petit peu l'étendue de ce que font les uns et les autres, ce slide. L'intelligence artificielle, si on résume, pour nous qui sommes dans cette salle, c'est d'abord quelque chose qui est synonyme de grand modèle de la langue, LLM pour Large Language Model, désolé de mon accent, et les agents conversationnels, donc c'est ChatGPT maintenant. Et c'est ça qui a vraiment changé la perception de nous tous. C'est depuis ChatGPT, finalement, qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui sont faisables avec des méthodes d'intelligence artificielle. Même si certains SEO, par exemple, nous, on travaillait là-dessus avec mon frère, on commençait à faire des sites web complètement autogénérés avec GPT-2 à l'époque, donc en 2019, mais c'est quand même depuis 2020, depuis 2021 peut-être, qu'il y a vraiment des choses qui se font. 2022 surtout, ouais. Voilà. L'utilisation principale pour nous tous qui sommes dans cette salle, c'est la rédaction, mais il y a d'autres choses qui sont faisables avec ces nouvelles technologies, et c'est de ça dont on va parler également aujourd'hui. Voilà un exemple de ChatGPT. On va passer, c'est pas la peine pour l'illustration juste. Sauf si tu veux dire un truc. Non, je ne veux rien dire pour l'instant. Alors, l'intelligence artificielle, comme dit dans le slide d'avant, c'est vraiment quelque chose qui commence à émerger à partir de 2017, 2018, 2019, tel qu'on le connaît. Et tout a commencé par quelque chose qui est très important, qui est la fabrication d'un nouveau modèle d'architecture d'apprentissage à base de réseaux de neurones qui s'appelle les transformers. C'est quelque chose qui a été inventé chez Google en 2017, et c'est ce qui est au cœur de BERT. Donc les gens qui ont développé BERT chez Google, c'est eux qui ont créé cette notion de transformer et un mécanisme technique qu'on appelle l'attention, et je ne vais pas du tout détailler ce que c'est, mais ça date de ce moment-là, 2017. Cette techno à base de transformers, c'est d'abord une techno académique que tout le monde a pu travailler, en fait, a pu regarder, et chez OpenAI, ils ont commencé à travailler là-dessus, et ils ont créé un premier modèle à base de transformers qui s'appelle GPT. Ce modèle a donné de bons résultats, mais d'un point de vue académique. Quand on fait du travail académique là-dessus, on a des benchmarks qui disent si on a bien travaillé ou mal travaillé. GPT avait une bonne note, et chez OpenAI, ils se sont dit, il y a quelque chose à jouer, peut-être en faisant un modèle plus gros que GPT, on arrivera à faire quelque chose qui va créer de l'intelligence. Donc ils ont créé GPT-2 en augmentant simplement la taille de la data, en fait, et ils se sont rendus compte qu'effectivement, de nouveaux comportements émergeaient sans qu'on ne l'ait prévu. Donc la machine avait des comportements qui n'étaient pas prévus. GPT-2, c'était bien. Ils se sont dit, si on passe une taille au-dessus encore, est-ce que c'est mieux? Et donc, on est arrivé à GPT-3. Et je pense que pour la plupart des SEO, c'est à partir de GPT-3 que vous avez tous commencé à voir qu'il y avait un truc qui se passait. Et GPT-3, c'est un modèle qui commence à générer de la langue vraiment très efficacement. Au moment où GPT-3 est sorti, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. GPT-3, 3.5, il y a eu du travail là-dessus. Et il y a eu un espèce de fork entre faire des modèles plus gros, GPT-4, et faire des modèles différents. Et chez OpenAI, ils ont commencé à faire un projet, mais qui était littéralement un petit projet de recherche, un jouet en fait pour eux, qui était est-ce qu'on peut créer des modèles dits instructionnels, des modèles à qui on donne des instructions et qui doivent les réaliser. Ils ont testé et il s'est avéré que ça marchait très très bien. Et donc ils ont décidé de fabriquer un modèle industrialisé à partir des modèles instructionnels qui s'appelle ChatGPT et que vous connaissez tous. Qui ne connaît pas ChatGPT dans la salle? Avec une question comme ça, personne. Fred, je t'expliquerai tout à l'heure alors ce que c'est. Vous voyez rien? Il faut se décaler. Et donc, ChatGPT. Comment est fabriqué ChatGPT? Après, je vous promets, je laisse la parole à Paul. ChatGPT, c'est un modèle qui a été fabriqué en 3 étapes, et c'est très intéressant de se rendre compte de comment ça a été fabriqué. Première chose, c'est un modèle ChatGPT à qui on donne une instruction, pose une question, et il doit fabriquer une réponse par rapport à cette question. Ici, on va donc fabriquer un nouveau modèle basé sur de l'entraînement question-réponse. On pose une question,
explique l'atterrissage sur la Lune à un enfant de 6 ans, et il y a des humains qui vont proposer des réponses. Donc ils écrivent, voilà, les gens ont pris une fusée, sont allés sur la Lune, etc. Avec les couples questions-réponses faits par des humains, on va fabriquer un nouveau modèle qui est une version, au début, un peu améliorée de GPT-3. C'est la première étape, mais ce n'est pas du tout ça qui fait ChatGPT. Deuxième chose, à partir de ce premier modèle, on va créer un nouveau modèle qui fait une tâche complètement différente. Ce modèle, il est là pour noter la qualité des réponses qu'on pourrait faire à des questions. On va lui dire la question « Explique-moi l'atterrissage sur la Lune », comme si j'avais 6 ans, et on lui donne 4 réponses, et on va demander à des êtres humains de noter chacune de ces réponses. L'être humain dit « Cette réponse-là, elle est mieux que celle-là, qui est mieux que celle-là, qui est mieux que celle-là ». Ces couples et cet ensemble de questions-réponses avec des notes, on va s'en servir pour entraîner un modèle. Ce modèle, c'est un prof capable de noter la qualité d'une réponse. Et une fois qu'on a le modèle qui sait générer des réponses, qu'on a un modèle qui sait générer les notes concernant la qualité de ces réponses, eh bien, on entraîne les deux ensemble, enfin, on utilise les deux ensemble pour générer des couples questions-réponses et la note associée. Et si le modèle, quand il apprend, il prend une question, il fournit une réponse qui est mal notée, eh bien, il apprend qu'il a mal répondu et il se modifie lui-même pour fabriquer une nouvelle réponse qui va être mieux, etc., etc. Et donc, en fait, on fait jouer la machine contre elle-même à partir de data qui ont été générées par des êtres humains. Voilà. Avec plein de petits êtres humains qui sont payés une misère, voilà. Les dessous de... OpenAI s'est fait prendre la main dans le sac à payer des Kenyans une misère pour faire tout cet entraînement, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'histoires sur ce sujet-là. Mais voilà comment est fabriqué un modèle comme ChatGPT. C'est assez compliqué, en fait, dans la fabrication, même si conceptuellement, c'est simple. Bon. Paul, maintenant. Bon, vous avez parlé de rédaction ce matin. Qui l'utilise en rédaction? Ok. En rédaction manuelle ou en rédaction auto? Auto moins? Ok, en manuel. Bon. C'est pas mal en manuel aussi, hein. Ça permet de contrôler tout de suite ce qui est écrit. Bon, nous, c'est une vraie révolution pour le SEO, c'est une vraie tuerie. En tout cas, nous, c'était un blocage au volume et ça a permis cette libération, ça a changé notre life. Hein. Avant, on commandait des textes, on les payait 10 balles, par exemple, bon, des textes pas de grande qualité. Aujourd'hui, tu payes 10 centimes, 20 centimes selon la qualité que tu souhaites et selon la longueur que tu souhaites. Et je te donne un exemple, par exemple, en mai, on génère 2000 textes pour $160. Bon, c'est que dalle, quoi. C'est que dalle, et surtout, tu as le résultat tout de suite. Tu n'attends pas quelques jours avant d'avoir ton texte généré. Voilà. Mais, donc, on peut s'en servir pour tout. Hein, pour la génération qualitative, pour la génération automatique, hein, pour faire des mini-sites thématiques, pour faire du spin. Qui a fait du spin déjà avec ChatGPT? Résultat satisfaisant, moyen, pourri? Voilà. Donc déjà, le mot-clé pour faire un spin avec ChatGPT, c'est spin tax. Il faut lui parler de spin tax. Voilà. Et son problème, c'est qu'il a du mal à accorder, mais tu peux lui expliquer qu'il faut qu'il accorde, il s'améliore, mais il n'est pas foufou. Mais bon, c'est une petite base. Quand tu as 36 000 communes, tu peux peut-être travailler avec ça un petit peu. Des descriptions produits, évidemment, des catégories, des descriptions de catégories, les métadesks, des titres putaclic, de la réécriture, etc., etc. Ça aide à la classification, au tri des URL. J'ai comment dire, une migration à faire où j'ai des URL qui vont disparaître. Il faut que je les redirige vers les pages les plus proches, les plus pertinentes. Tu le fais avec ChatGPT, tu le fais avec comment il s'appelle, Google Sheet, par exemple, ou tu le fais en PHP ou en ce que tu veux. Mais ça te fait gagner un temps. Ce que tu faisais à la mano avec ton petit œil, tes 14 000 URL à trier, tu les tries beaucoup plus vite avec ce genre d'outils et ça te fait gagner du temps, donc de l'argent. Et c'est très pertinent. C'est très pertinent. Encore une fois, c'est toujours l'input que tu lui mets qui va faire la différence. Pareil pour les images, on verra, pour les contenus, etc. Tu peux classifier tout ça. Ça aide énormément au développement d'outils. Moi qui suis un développeur de pacotille, entre guillemets, je deviens hyper rapide, je génère n'importe quel outil avec ça, je génère n'importe quel plugin avec ça. Pour tous les développeurs moyens, qui est-ce qui est un peu comme moi, un petit bidouilleur de trucs et qui fait des merveilles maintenant avec ça? Voilà, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Les plugins WordPress, pareil, c'est magnifique. Ça aide aussi à la génération de vidéos. Hein. Tu sélectionnes tes images, tu fais tes baselines pour chacune des... Alice, elle parlait des shorts tout à l'heure sur les réseaux sociaux.
tu génères des shorts très, très facilement avec ce genre d'outil. Et tu lui demandes de t'aider à développer le short, enfin le code pour générer tes shorts. Tu t'en sers, donc c'est magnifique. Qu'est-ce que ça fait d'autre, Sylvain? Oui, on peut faire des images. Moi, vous le savez tous, vous connaissez Midjourney, etc., par exemple, et on peut automatiser de belles choses. La seule problématique sur les images, qui se voit beaucoup plus sur le texte, c'est la qualité en termes de résultats. Aujourd'hui, la qualité n'est pas super bonne sur les générateurs d'images. Même un générateur comme Midjourney, en fait, c'est pas mal, mais c'est pas totalement opérationnel. Donc, il y a toujours une étape de validation humaine. Nous, par exemple, on a une banque d'images auto-générées, et grosso modo, on jette 70% des images qui sont générées, Donc malgré ça, la qualité des prompts, etc. C'est sur Urtex Guru. Ok. Mais voilà, mais ça fait des choses quand même très très bien. L'histoire des images ici, c'est déjà, il n'y a pas trop d'API, donc il y a toujours moyen de gruger, etc. Selon les sujets, ça va être de la daube quand même, et je pense qu'il faut encore attendre un petit peu avant de passer en full génération d'images de qualité avec ce genre d'outils. Pour l'instant, je n'utilise pas les images. Je m'en sers pour répondre à des appels d'offres dans mon autre métier, par exemple. Je m'en sers pour modifier des clauses de contrat une fois qu'on a signé ou qu'on va signer, qui ne me correspondent pas. Une fois qu'on a signé, pas sûr. Non, mais on est en phase de signer, nanana, ils veulent des clauses hyper serrées, ça ne me convient pas, j'explique à ChatGPT ce que je veux. Évidemment, si on doit citer le nom du client, on change le nom, on l'appelle Tartampion, hein, on ne laisse jamais à ChatGPT, quand on est en mode manuel, un vrai nom d'entreprise ou des informations personnelles, et, enfin voilà, privées, parce que ça peut être repris. Si vous passez par l'API, c'est pas repris, c'est ce qui a marqué, après à voir. Je m'en sers pour écrire des lettres d'intention, tout ce qui est casse-couille, pour répondre à des mails de gens où tu as envie de les insulter, pour modérer tes propos, pour tout. D'accord? Donc, voilà. Bon, on a mis une petite note ici, un petit warning, idéalement, et dans les conditions, je crois, de mémoire de OpenAI, par exemple, si vous utilisez celle-là, il y a une validation humaine qui est nécessaire. Bon, je pense que... Mais... Chacun est libre de se faire ce qu'il voilà. veut. Voilà. Mais idéalement, une petite lecture en diago, ça fait pas de mal. Surtout qu'il peut raconter des grosses daubes, des fois. Hein, c'est l'exemple de quelqu'un qui disait c'est quoi la date de naissance de Chantal Goya, tu lui demandes les dirigeants de telle entreprise, l'entreprise Thomson ou je sais pas quoi, bah, il peut te répondre que c'est Sylvain Perronnet et Paul Sanchez. Quoi. Bon. Sur des sujets, il est vraiment à la ramasse. Ça me va. Ça va. Ah ouais. Moi, je sais pas s'ils sont en bonne santé. Là, c'est un petit exemple de contenu générique qui n'est pas dégueulasse. Alors, vous voyez pas grand-chose, mais vous voyez déjà que la structure visuelle, elle n'est pas en mode linéaire avec ces pauvres paragraphes de merde et qu'elle est un petit peu déjà plus travaillée. Vous voyez du gras, vous voyez des différences ici, vous avez des ULLI, ici, vous avez des OLLI. Bon, c'est le début du texte, hein, mais ça, c'est généré full IA. Et ça génère, c'est beaucoup plus qualitatif que des textes que j'achetais à l'époque. À l'époque, j'achetais des textes, franchement, c'est creux, c'est structuré. Là, on parle de GPT-4, hein, qui arrive à cumuler bien toutes les instructions, versus GPT-3.1, qui n'est pas capable forcément de cumuler toutes les instructions que tu lui donnes, le prompt. Alors, j'adore dire cette phrase, le plus grand problème des SEO. Non, le plus grand problème des gens qui veulent générer des textes longs, c'est comment on fait pour générer des textes longs. Parce qu'il peut générer des textes d'un coup, mais... Le maximum qu'il va générer, on va dire d'un coup comme ça, c'est aux alentours de 600, 800, 900 mots max. Hein? Qui n'est pas d'accord? Vas-y. Oui, 1200 sur des sujets quand tu lui demandes les 13 machins, je te valide. Mais si tu veux pas te faire chier, oui, il peut monter. Mais c'est pas la dominante. La dominante, c'est 600, 800, 900. Tu lui poses la question, et retenez juste ce truc-là. Quand tu ne sais pas, tu lui poses la question. Tu ne lui donnes pas forcément un truc, fais-moi ça. Tu lui dis, mais comment je peux faire ça? Et il te le fait. Est-ce que tu peux faire en sorte que le texte soit plus long? Là, c'est un peu court. Tu vois, le truc te le fait. Est-ce que tu peux développer ce contenu? Et après, tu peux partir évidemment d'un prompt. Là, j'ai mis un mot-clé en gras parce que le gras, c'est... C'est bien. Et Google dit que c'est bien. Et voilà, ils ont dit que c'était bien de mettre du gras. Donc maintenant, tout le monde met du gras. Mais pourquoi j'ai mis du gras là? C'est pas innocent. Le mot-clé partie... C'est un mot-clé puissant quand tu veux faire du contenu. Je vous laisse le découvrir. Pareil, ces petites balises, elles peuvent être puissantes aussi. Ajouter 2 à 4 parties sous chaque H2. On peut lui passer un plan complet, un plan que tu as volé à un concurrent, un plan que tu as écrit toi-même, un plan que tu as demandé à ChatGPT de t'écrire. Voici mon plan avec des H2, H3 complétés avec plusieurs parties. Voilà, bah, vas-y, génère. Si c'est le plan d'un concurrent, tu lui dis, vas-y, réécris quand même moi les sous-titres. Voilà, comme ça, il te les réécrit. Là, je vous ai mis ça parce que moi, mon plus gros problème, quand je génère du contenu,
c'est d'avoir de l'image pertinente. Comme on a dit avant avec Sylvain, Midjourney, Stable Diffusion, comment il s'appelle mon copain Dali, qui génère ce qu'il y a de plus moche, enfin bref. Moi, j'ai besoin d'avoir des images pertinentes. On verra après pourquoi, et des images qualitatives visuellement. Donc, pour l'instant, je ne suis pas prêt à passer sur ces outils-là. J'utilise des banques d'images. Et j'utilise des banques d'images payantes. Oui. Pourquoi, Sylvain? Pourquoi? Je vais dire pourquoi. De sources de chez Google, mais je n'en dirai pas plus, l'usage d'images qui sont utilisées par tout le monde, donc il y a vraiment des images qui sont par exemple sur Unsplash utilisées par des dizaines de milliers de personnes, hein. C'est un pattern très clair pour trouver des sites d'éditeurs pour la vente de liens en fait. Donc c'est un des premiers patterns, donc il vaut mieux avoir des images le plus uniques possible. Avec les banques payantes, comme il faut payer, elles sont plus uniques qu'avec les banques gratuites. C'est pas unique, hein. C'est plus unique. Moi sans avoir eu l'info de Google, tout ça n'est qu'une histoire de petite logique de base. Être différent des autres, hein, c'est un peu le leitmotiv d'Apple, hein, think different. Voilà, ça te permet d'être différent, tout en n'étant pas trop différent des autres dans notre métier quand même. Mais voilà, donc qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis le Envato. Je vais piocher les images chez Envato, mais j'ai besoin d'avoir une image pertinente par rapport à mon contenu. Mais par contre, je ne veux pas développer, je ne veux pas dépenser beaucoup d'oseille quand je génère mes prompts. Donc je lui dis, là je vous en ai mis un comme ça de prompt, hein. Je veux rechercher sur une banque d'images la photo la plus pertinente pour le texte suivant. Comment faire pousser des tomates rapidement et avoir beaucoup de tomates sur un pied? Rien que quelques gouttes de ce miracle. Bon, c'est un titre, laissez tomber. Le but est de trouver une image sur une banque d'images qui correspond parfaitement au sujet. Qu'est-ce que je dois rechercher comme mot-clé pertinent? Format de sortie. Tu lui donnes le format. Un mot-clé traduit en anglais. Pourquoi? Parce que Envato travaille en anglais. Quand il va à la mano, il travaille en français, évidemment. Mais quand il va par le plugin ou par une petite ruche que tu fais, il faut lui passer en anglais. Ça, tu peux l'installer. C'est un plugin que tu peux mettre sur WordPress. Okay, et derrière, il m'a sorti Tomato Grow Accelerator, et quand je le tape ici, vous voyez bien que j'ai bien de la tomate qui est assez pertinente. Je lui dis ensuite, prends-moi un rand entre 0 et 10, enfin entre 1 et 10, et choisis une de ces images-là. Ça, c'est pour l'automatisation. Quand on pense automatisation, nous, le Graal, comme on est un peu feignant et on aime accélérer les choses et qu'elles soient propres quand même, parce qu'on aime bien la perfection, on automatise, mais on automatise bien et on réfléchit et on se prend la tête. Alors juste autre chose, moi je suis partisan de générer les images, vous pouvez vous en douter, et utiliser le bon prompt, c'est ça qui fait tout. Qui est capable de faire des prompts meilleurs que les êtres humains? C'est ChatGPT. Tous les prompts que nous créons pour trouver des images et les générer, en fait, c'est avec ChatGPT. Donc on lui donne un bout de l'article pour lequel on veut une image, et on lui dit « trouve-moi le meilleur prompt pour Midjourney ». Alors il faut un prompt un peu plus sérieux que ça, hein, mais voilà, on lui demande explicitement d'écrire le prompt qui va générer l'image, et ça marche très très bien, ça fait de très belles images. Il n'y a plus qu'à rajouter le type de focale, etc. qu'on veut d'appareil photo, et ça fait une très belle image. Petite astuce pour ceux qui veulent l'utiliser donc dans WordPress, c'est très facile de se plugger au plugin de Envato dans WordPress pour... Oui, vas-y. Ah, il ne faut pas le dire. Bon, on ne le dit pas. Coupe au montage, s'il te plaît. Eh ben, je passe, on parle d'autre chose. Alors là, c'est un petit exemple. Je ne vous décris pas l'outil, c'est un outil interne, mais ce qu'on avait besoin, c'est de catégoriser des sources, des articles de plein de sources différentes dans des catégories type animaux, automobile, astuces, beauté, etc. Donc, mais le problème de ChatGPT, c'est qu'il ne te respecte pas. Si tu lui dis, voici mes catégories, voici mon titre, classe-moi ce titre-là d'article dans la catégorie la plus pertinente, et si tu lui dis, ton titre d'article, c'est météo des 3 prochains mois, tu as beau lui donner ta liste de catégories, il s'en bat les couilles. Pardon. Il s'en tape. Donc, il faut lui mettre une petite condition qui est, si tu n'es pas sur ta réponse à 100%, si tu ne sais pas vraiment, tu lui mets ça, alors tu la mets dans une catégorie dédiée, catégorie divers, catégorie focus, catégorie autre, que tu vas après analyser pour essayer de... Voilà. Mais si tu lui mets ça, c'est bon, il travaille bien. Si tu ne mets pas ça, il va te dire, bah, ton article météo, c'est dans météo. Mais toi, tu n'as pas de catégorie météo et tu ne veux pas en créer. Voilà. Petit exemple en PHP à la con. C'est dans les détails, puisqu'on veut tout automatiser, n'oubliez jamais. Hein? Nous, ce qu'on veut, c'est se lever le matin, alors je ne vais pas dire être aux toilettes, mais sortir de sa douche dans son peignoir, comme ça, être assis, là, tu as une idée d'article, c'est parler comme ça, vas-y, crée-moi l'article, tac, et ton but, c'est d'appuyer sur un bouton et c'est publié. C'est un de nos buts, par exemple. Hein? Donc là, pareil, moi, comme je vous ai dit, j'avais développé cet outil-là en local, créer des articles, gérer des catégories, les publier en auto, machin. Je l'ai refait avec ChatGPT en un week-end. Et pourtant, je ne suis pas un grand dev, un truc qui marche très bien et qui me gère toute ma génération de contenu et la publication.
Pareil, le slide d'après, c'est la publication sur les différents sites qu'on a. Je sélectionne mon site, ça me sort les catégories, blabla, les auteurs, babam, je sélectionne. Là, j'ai mis des exemples, pourquoi visiter Annecy, pourquoi Annecy est la plus belle ville du monde, nanana, bam, je sélectionne mes sites, bam, je balance. 99% de tout ce code-là a été développé avec ChatGPT et 1% c'est les petites liaisons que j'ai fait ou les petites corrections à la con où des fois il bloque. Beaucoup de babam alors. Ouais. Pareil, un journal qu'on adore tous les deux, qu'on affectionne, un magazine qui s'appelle L.fr, qui est pour moi un exemple de SEO parfaitement réussi et à tous les niveaux. Excellent magazine. Excellent magazine. On Donc, peut féliciter Alexis Souciet, qui est le SEO de source L.fr. d'inspiration pour tous ceux qui aiment bien pomper, en tout bien tout honneur. Non, mais s'inspirer fortement. Il faut toujours pomper et aussi créer. Ils avaient fait un truc de calculateur de besoins caloriques journaliers. Je trouvais l'idée bonne, inspiration. J'ai demandé à ChatGPT, vas-y, fais-moi un plugin de calculateur. Ça, je lui ai dit, vas-y, fais-moi un plugin qui calcule mon besoin calorique journalier pour WordPress et sors-moi le shortcode incrusté dans mon article. Generate, done. Upload, activation, c'est fini. Next. Mon fils adore jouer au pendu. Tac, je fais un pendu. Après, je lui dis, bon, je l'ai fait en script PHP, j'avais partagé sur Twitter à l'époque, tac, ça m'a pris machin, ça très sympa, très ergo, très facile. Hein. Tac, tu le transformes en plugin, tu le mets sur ton site. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est que les gens ils restent sur notre site, c'est que les gens ils viennent sur notre site, c'est que les gens ils bookmarkent notre site, qu'ils partagent notre site. Et les points faibles de l'humain, c'est quoi? C'est les animaux, les enfants. Bon, et le reste. Non, mais. Quand tu veux l'accrocher, tu fais des petits jeux du pendu, tu fais des machins, tu reviens, ça bookmark, ça partage. Ah, j'ai trouvé un petit jeu sympa sur ce site-là, vas-y. Voilà. C'est ça notre but. Là, pareil, c'est des trucs qui. Notre métier est un cumul de petits trucs. Si tout le monde sait ce que c'est que maintenant qu'une FAQ page en 2023, j'espère, ici dans la salle, où il y a des gens qui ne font pas de SEO encore. Tout le monde sait ce que c'est qu'une FAQ page? Sauf Fred. Bon. Qui? Oui, toi, c'est normal. Alors. Non, parce qu'il vient de s'intéresser récemment au SEO. Une FAQ page, c'est une microdata FAQ page, c'est des informations que tu donnes au moteur de recherche qui ne sont pas forcément visibles dans la page, mais qui sont dans le code source de la page, avec une certaine écriture. Bon. Et l'avantage de ça, c'est que ça vient se greffer dans des résultats de Google. Et qu'est-ce que ça fait finalement? Comme nous, on est toujours dans tous les petits trucs, et le cumul des petits trucs font que, c'est qu'on va être plus visible que les autres. Une des façons d'être plus visible, c'est d'occuper la SERP, de prendre de la place. Et tu as vu? Quand tu as deux petites questions comme ça, que tu es troisième, et que l'autre il est deuxième, qui les a pas, toi peut-être avec le CTR nana, tu vas passer deuxième, peut-être premier, tu sais pas. D'accord? Donc tu prends tout. Donc si tu cumules ça, plus les ratings ici, les agrégats machin, que si tu es sur WordPress, je prends l'exemple de WordPress parce que c'est quand même un truc très utilisé, mais tu peux le faire avec n'importe quel CMS ou Homemade. Là j'ai pris l'exemple du plugin KK Ratings. Qu'est-ce que je fais moi? Alors, c'est pas bien. C'est pas bien, mais sur certains sites, on peut se dire, pourquoi dès que je publie un article en mode automatique, je ne lui attribue pas une note de 5 sur 5 avec entre 11 et 20 avis de façon random. Donc voilà, tac, pareil, j'ai demandé à ChatGPT, fais-moi ce petit plugin, dès que je publie un article, tac, j'ai une note comme ça. Et ça nous sert pour d'autres supports dont on va parler tout à l'heure, qui s'appellent Discover par exemple. Voilà. Donc tous ces petits trucs-là, tu les automatises. Tout. Je suis tellement une feignasse et la conversion, la CMP, là, le truc là, pour la RGPD, c'est pareil. On est obligé de mettre ça. Hein, c'est très bien. Mais on veut quand même l'optimiser. Donc, moi, j'ai carrément demandé à ChatGPT, c'est quoi la meilleure couleur qui clique ici. J'avais le bouton ici, refuser. Donc, je me suis inspiré de 20 minutes, journal que vous connaissez tous. Hein, vous regarderez leur page, leur affichage de CMP, là. Et ça me faisait chier de réfléchir, donc je lui ai dit, le problème c'est qu'on ne réfléchit plus avec ChatGPT. Vous comprenez? C'est que même à la fin, on va devenir mauvais en dev. Donc, je lui ai dit, vas-y, je vais déplacer le bouton là-haut, donne-moi le petit code, j'ai jeté le code comme ça, il me l'a refait, bon, voilà. Là, j'ai une CMP qui se tient, qui est, je pense, légale, totalement, avec toutes les infos qu'il faut, et ça m'a fait le job. Bon. Alors, pareil, vous êtes sur Twitter. Les Américains qui publient des super trades. Je ne parle pas des Français qui pompent déjà les Américains sur Twitter qui republient en français. Non. Mais quand vous voyez un super trade, avec beaucoup de partages, beaucoup de retweets, beaucoup de favoris, tu prends le modèle là, c'est le modèle browsing par défaut de ChatGPT, donc c'est-à-dire parcours le web, tu lui donnes, tu lui jettes le truc, traduis en français le Twitter du mec là. Donc ça, c'est un article pour voyager en première gratuitement. Ouais, gratuitement.
Donc il avait fait un super trade que tout le monde a pris. Je lui ai dit vas-y, tac, il me l'a traduit en français. Je lui ai dit vas-y, écris-moi un article exhaustif d'au moins 2000 mots sur le sujet. Bam, il l'a fait. Alors je ne vous donne pas le prompt que j'ai fait après où je mets en forme, etc. Mais, et les 2000 mots, c'est juste pour qu'il fasse un truc un peu plus long, mais il ne respecte pas les 2000 mots. Hein. D'accord, soyons clairs. Bon, mais il y a plein de façons d'agrandir, on a vu avant. Et à partir de là, bah, tu as ton article et tu peux présupposer qu'il va marcher. Et surtout, ça a été assez simple à faire. OK ? Et on sait qu'il plaît. Et on sait qu'il plaît déjà d'avance. Parce que notre but, c'est pas de perdre de temps et pas de se faire chier avec des trucs. On peut aussi tester, on verra après comment être créatif. Ça, pareil. Alors ça, on va en reparler plus tard, mais on a tous... Il y a ce truc-là, ouais, il y a des patterns dans ChatGPT, on retrouve toujours, il est important d'eux, cependant, en outre, gna 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 gna, en conclusion. Bon, soit on s'en fiche, soit on décide de se dire, bah, on va les faire à la main, à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on va demander à ChatGPT, ben, on voit souvent qu'il apparaît, il est donc essentiel dans le texte ou il est essentiel d'eux, et on va lui dire, bah, donne-moi quelques suggestions pour remplacer ce truc-là. Il me les donne, tu les sélectionnes à la main, tu te fais ça avec tous les patterns que tu as trouvés toi, et tu fais à l'ancienne un remplacement dans le texte en auto, hein, un str replace de ça, et comme ça, tu as ton truc un peu différent, et tu casses le pattern à l'ancienne. Voilà, on peut passer au slide suivant, ça vous avez compris, hein, c'est un détail, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Bon, pareil, donne-moi des titres accrocheurs, tout ça vous connaissez. On ne va pas vous faire tous les prompts de la Terre, mais il n'y a que l'imagination. Sky is the limit. Voilà. Donnez-moi des titres accrocheurs sur le thème HPI quand tu es en galère, quand tu as exploité toute ta thématique, quand tu as saigné tout le truc et que tu ne sais plus quoi faire. Tu lui demandes quoi. Tu lui demandes. Pareil, là j'étais en mode feignant, je veux un tableau sur les HPI au format HTML. Je me suis arrêté là, tu vois, je ne vais pas rentrer de la data. Imaginer un tableau, caractéristiques d'un HPI, description d'un HPI, curiosité, pensée rapide, etc. Et les caractéristiques détaillées. Voilà, c'est magnifique. Pareil, il y a un truc qui pourrait paraître simple avec ChatGPT, c'est la réécriture. On pourrait se dire, bah, réécris le texte. Alors tu vas lui dire ça, c'est marrant, hein, dès qu'il y a un prompt, hein, ça a photo. Hein, le but, c'est pas de photo, c'est de comprendre. Comment réécrire totalement... Non, mais vas-y, prends la photo. Comment réécrire totalement et développer... Non, mais... Comment réécrire totalement et développer ce texte juste en gardant les idées principales et en supprimant toute référence à quelqu'un ou à un site web? Pourquoi j'ai pris ça? J'ai pris un article de France Info TV dans lequel ils interviewent une allergologue. À titre d'exemple. À titre d'exemple, évidemment, et parce que Benoît est dans la salle et qu'il est allergique. Et que d'autres... Bon, bref, et moi aussi. Enfin, ce que je veux dire, et là je vous donne déjà un peu les prompts que j'utilise un petit peu. Hein. Ajoute un titre putaclic, H1, fin de H1. Ajoute une introduction qui donne envie de lire la suite. Ajoute des strongs sur les mots-clés importants. Attention, ce strong, il n'est pas là par hasard. Il n'est pas la ligne d'en dessous, il n'est pas la ligne d'avant, il n'est pas la ligne d'avant. Il est là parce qu'il doit être là, sinon il n'est pas... Quoi? Non, je donne qu'un petit bout. Je donne qu'un petit bout. Maintenant, celui qui est malin, il fait. Celui qui n'est pas malin, ben, il galère. Il adore. Oui. Avant, il te mettait attention warning content. Maintenant, il kiffe. Il kiffe sa maman. Mais tu peux le mettre accrocheur et pertinent, et percutant. Moi, putaclic, ça me convient. Bon, bref, on s'en fout. Le texte doit être écrit dans un ton formel, un ton informationnel et un style putaclic, par exemple. Voilà. Donc, je lui donne le texte original. Là, j'ai mis l'URL du texte et on va voir ce qu'il a généré. Alerte rouge, le bouleversement climatique amplifie-t-il les allergies? Vous êtes allergique cette année encore, nanana. Il a vraiment bien réécrit. Et surtout, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'unicité. Donc, on ne veut pas de duplicate. Duplicate, oui. Hein? Et là, publicité. Qui duplicate? Un outil qui vous permet de détecter le duplicate. Fait par Bibi. Bon. Bref, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que les 2% qu'ils trouvent, c'est des sites qui n'ont rien à voir avec le chocolat, donc avec France Info. Et... qu'en fait, il n'y a rien. Enfin, il est important de rester vigilant face au... Voilà. Vous avez compris? Voilà. Et là, on commence à avoir un texte qui est pas mal. C'est pas juste un truc où il va changer un mot tous les 3 trucs. Voilà. Après, il faut savoir un truc, c'est que sur la reformulation, il y a une limite dure à ce qui est capable de faire ces modèles-là. Il existe des modèles faits pour faire de la reformulation, parce que c'est une tâche qui est beaucoup plus difficile, la reformulation, que l'écriture de texte, en fait. Et donc, si on voulait vraiment faire mieux, après, il faut des modèles 100% dédiés. Tu en connais, toi, qui sont en version... Dans SEO TXL, AutoOptime, pub sur YourTextGuru, en fait, c'est un modèle qui est dédié à ça. Donc, je ne parle pas du SEO TXL Writer, j'ai touché à rien. Mais bien de celui d'optimisation. Je n'ai pas touché. Moi, j'ai rien dit. Mais sinon, il y a Killbot qui peut aussi faire de la reformulation. Je ne sais pas ceux qui utilisent Killbot. Il y en a qui utilisent? Ok, penchez-vous.
Oui, ça fonctionne. Mais si on voulait faire mieux, il faudrait des... En fait, c'est le maximum de ce qu'on peut faire, c'est ce que montre Paul là. Sauf si tu pars sur d'autres bases. Tu prends 2 textes dans la même thématique, tu les mets ensemble, tu prends les idées principales, Le problème ici, c'est de la structure. Ah oui, tu vas toujours avoir les idées dans le même ordre. Et t'as beau lui dire, vas-y, mélange les idées, c'est mort. Il le fait pas. D'accord ? Il faut retravailler en amont pour pouvoir avoir quelque chose. Mais après, voilà, nous, on donne le début, vous finissez. Pareil, tu veux... Bon, alors la position 0, tu sais pas ce que c'est ? C'est normal. La position 0, c'est ça, c'est le premier résultat un peu formaté différemment des autres que tu vois dans les résultats de Google, dans la SERP. Comment tu piques la P0 d'un mec ? Tu te poses pas trop de questions. Tu prends ces H2, enfin tu prends son truc là, tu le copies, tu mets dans ChatGPT, tu dis génère un article avec les H2 machin, et tu lui dis change-moi les H2 quand même, tu publies, si tu as un site un peu costaud, tu peux prendre la P0 sans grande difficulté. Ok ? Alors, maintenant qu'il a donné tous les exemples pratiques... Quelques exemples. Je vais donner la théorie qu'il y a derrière. En fait, il y a toute une théorie sur comment on fait des prompts. Il y a des gens qui sont promptologues, à ne pas confondre avec... voilà. Et les promptologues, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une structure qui est idéale pour les prompts, qui est d'abord introduire le contexte. Je suis le webmaster d'un site d'information sur les voyages culturels. Mon public, c'est les vieux qui ont de l'argent. Les instructions, j'ai besoin de 10 suggestions de texte avec tac, 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 tac. Éventuellement de la data d'entrée. Si on veut rajouter de la data qui vient de Booking, qui vient de n'importe quoi, on la rentre, mais après les instructions. Et puis après, des indications sur la sortie. Ici, c'est j'ai besoin de l'information sous forme d'un tableau. On met ce prompt, ça donne un tableau. Voilà, découvrir la richesse historique de l'Italie. Pour l'Italie, ça coûte 3000 balles le voyage par personne. Et il faut y aller en avion, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en théorie quand on veut faire des prompts. La théorie, c'est bien, mais en pratique, on s'aperçoit que la théorie n'est jamais suffisante. Et donc déjà, d'un point de vue plus pratique, les meilleurs prompts, ils ont une structure qui est un petit peu différente de la structure théorique, qui est d'abord le but visé. Je suis webmaster d'un site d'information. Bon, là maintenant, les voyages ne sont plus qu'en Europe, mais bon, c'est pas grave. J'ai besoin de suggestions de titres d'articles qui pourront plaire à mon public. Le rôle de ChatGPT. Tu vas jouer le rôle de mon responsable éditorial et tu dois me sortir tac, 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 tac. Et on donne ce qui doit sortir. Le contexte. Mon public, c'est des gens qui ont de l'argent. Ils peuvent dépenser de belles sommes pour des voyages d'exception. Cette phrase fait tout pour la suite. Les étapes, en plus du titre, je veux le temps d'excursion, etc., etc. Et des indications sur la sortie, c'est un tableau. Concrètement, ce prompt et celui qui avait avant demandent la même chose, mais on voit que les résultats sont complètement différents. Ici, on a des titres, par exemple, qui sont beaucoup plus génériques. Ici, ils sont donc le prompt plus pratique. Ils sont beaucoup plus fins. Là, en fait, c'était découvrir l'Italie. Là, c'est exploration des merveilles de la Toscane. Là, c'était partir en Espagne, les joyaux de l'Andalousie, Séville, Grenade et Cordoue, etc., avec des informations supplémentaires. Bon, ça, je les ai demandées explicitement. Donc voilà, il y a une richesse d'informations qui est beaucoup mieux et qui vient de cette petite étape que j'avais juste rajoutée, qui était ici, dans le contexte, les belles sommes pour des voyages d'exception. C'est ça qui change tout, en fait. Ça encore, c'est encore un plus pour être visible dans la SERP. Ces tableaux peuvent être aussi repris dans les résultats de Google. Toujours cette histoire d'être plus visible et d'emmener chez moi plutôt que chez l'autre. Et là, vous allez dire pour certains, ouais, mais comment je fais ? Je veux récupérer ça pour le mettre sur mon WordPress. Tu le copies, ou sinon tu rajoutes juste dans le prompt de Sylvain, au lieu de mettre tableau, tu mets tableau HTML, par exemple. Hein ? Et donc on peut faire tout ce qu'on veut avec ça, rajouter des personas, etc. Enrichir ces articles comme ça, c'est facile, c'est magnifique. Toujours. On peut être en interaction. Si on n'est pas satisfait d'un résultat, plutôt que de réécrire tous les prompts, on essaye de les corriger au fur et à mesure. On discute avec la machine pour essayer d'avoir plus d'informations, une information plus précise, etc. etc. Bon, voilà, rien d'exceptionnel, mais c'est plus facile de faire ça que de reprendre de zéro les prompts. Ah, c'est moi. Parce que c'est pas le bon slide. C'est pas le bon slide. Ouais. Ah oui, c'est pas le bon slide. Tout à l'heure, j'en ai un à passer rapidement. Alors, pour la rédaction de contenu, l'objectif de l'IA, oubliez le c'est pareil. Hein. L'objectif de l'IA, c'est d'écrire comme l'humain moyen en mimant les statistiques de l'humain. Donc, il ne faut pas oublier ça, c'est que l'IA ne peut pas écrire mieux que l'être humain, puisque le concept, c'est d'analyser statistiquement ce que font les êtres humains pour faire pareil. Donc, ChatGPT n'écrira jamais mieux que des humains. ChatGPT écrit comme un humain moyen qui écrit bien. Donc c'est mieux qu'un rédacteur offshore, par exemple, mais c'est moins bien qu'un rédacteur expert, par construction. Par construction. Un très bon texte IA aura donc les mêmes qualités qu'un bon texte humain. Et il y a autre chose, c'est que si on fait du SEO, il ne faut pas oublier qu'un très bon texte fait par une IA, ce n'est pas un texte optimisé pour le SEO nativement. Pourquoi ? Parce que c'est comme un très bon texte écrit par un être humain. Si l'être humain, on lui donne la consigne d'écrire pour du SEO, il peut le faire, mais si on ne lui dit pas, le texte n'a aucune raison d'être optimisé pour le SEO, même s'il est bon.
Et donc, il faut travailler différemment, souvent avec des sources de data externes actuellement, si on veut optimiser les textes pour le SEO. Il faut donc utiliser des beaux outils. Je vous laisse imaginer lesquels. Vous serez capable de les trouver. Et donc, la question qu'on va se poser d'abord, c'est comment est-ce qu'on fait un très bon texte IA? Et ça, Paul sait répondre. Qu'est-ce qu'on a remarqué en fait, on est toujours sur les petits footprints de base, il est important d'eux, tous ces trucs-là qu'on retrouve dans les textes. Mais il y a quelque chose de visuel qu'on voit dans les résultats de génération de contenu, c'est la longueur des phrases. Vous regardez souvent la première phrase sous votre H2, elle est très très courte. Et la question, c'est pourquoi, Sylvain? Alors, en fait, ces modèles, quand on les entraîne, on utilise de la data qui est prise sur le web, des dizaines, des centaines de milliers de pages web, ou des livres, etc. Et en vérité, ils font toutes les langues simultanément, ces modèles, pour apprendre. Donc il y a de l'anglais, il y a du français, il y a tout ça. Mais il y a beaucoup plus d'anglais que les autres langues. En anglais, les gens écrivent des phrases courtes. C'est comme ça. Et donc, comme ces modèles apprennent indifféremment sur toutes les langues, ça revient au même, et qui procèdent par traduction en fait, pour faire le passage de l'une à l'autre, eh bien, les caractéristiques de la langue majoritaire du dataset se retrouvent partout. L'anglais, des phrases courtes, donc en fait, il y a des phrases courtes partout quand on utilise ChatGPT. Alors partout est courte, on s'entend, hein, c'est en moyenne plus court, etc. Mais il y a cette tendance à faire des phrases trop courtes. Tu peux toujours lui demander de faire des phrases plus longues, peut-être qu'il va te respecter, peut-être pas. Tu peux aussi te dire, s'il m'a fait une phrase courte, elle finit par un point, je la coupe, je remplace le point par une virgule, j'enlève la majuscule au mot d'après, je ferai une phrase plus longue. Ça marche aussi, par exemple. Ça, on en a parlé tout à l'heure, les cependant, les il est important d'eux, et le ton. Le ton, oui, alors souvent, le ton, c'est bon. Le ton, c'est bon, ouais. Voilà. Un truc, vanne de vieux. Exactement. Il y a souvent une problématique, c'est qu'on a un ton qui n'est pas adapté. Quand on demande à faire un texte, on va avoir souvent un ton qui est plutôt semi-académique, assez journalistique, etc., mais qui est assez neutre, en fait. Mais c'est souvent pas adapté à ce qu'on veut faire. Si vous voulez un autre ton, il faut lui demander explicitement. Moi, par exemple, j'adore demander à ChatGPT d'écrire comme un fan de Cyril Hanouna. Et en fait, ça change absolument tout. Essayez de le faire. Vous demandez un article de blog sur du foot, par exemple, et vous dites « Et tu es un fan de Cyril Hanouna ». Vous verrez que ça n'a rien à voir, le texte. Et c'est beaucoup plus adapté, parfois, à la cible que vous pouvez avoir. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser. Et c'est un exemple véridique, hein, celui-là, ça marche vraiment très très bien. Voilà. Autre chose derrière, on a une petite question. Un texte a été écrit par l'être humain, un autre a été écrit avec un très bon prompt. On peut le dire comme ça. Ouais. Il faut essayer de deviner quel est celui qui est écrit par l'être humain, quel est celui qui est écrit par arrivez à lire la machine. Ok, allez, c'est le... Qui dit le A? Ah. Quel est le texte qui a été écrit par un humain? Qui dit le A? Qui dit le A? Qui dit le B? Qui dit le B? Allez, ok, il manque des mains là. Qui en a rien à foutre? Ok. Alors c'est lequel, Paul? C'est le... C'est le B. Non. Si, c'est le B qui a écrit. Si, c'est le B. C'est le B qui a écrit. Non, mais c'est le B. Non, mais bon, il y a un truc très simple. Enfin, il y a un truc. L'IA, par exemple, le petit ETC ici, moi, je ne l'ai pas vu dans l'IA. Par contre, le petit Crucio, il est où, mon petit Crucio? Je ne sais même plus. Le petit Crucio, c'est Ouais, un petit mot ici. qu'il aime beaucoup en ce moment, le copain. Donc voilà, en fait, ça, c'est un humain. Ça, c'est l'IA. Mais là, il était difficile. Il n'y a pas tous les patterns qu'on avait laissés de base que vous connaissez tous. Voilà, donc ça pour l'exemple. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment casser les footprints. On peut lui demander explicitement de refaire le texte, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que ce soit ChatGPT qui le fasse ou que ce soit un script en PHP, etc. Peu importe, on peut le faire comme ça. Mais si... Mais si quoi? Bah, si c'est ChatGPT qui essaie de casser ChatGPT, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça se passe mal, mais sauf que ce n'est pas le slide d'après, c'est celui encore d'après. Mais je vais passer en 2 fois alors. Vas-y. Si j'y arrive. Voilà. Alors pas celui-là, celui-là. Regardez comme c'est magnifique ce slide, je suis très fier de ce slide. Est-ce que c'est détectable? On va le voir dans le slide d'après, mais qui était avant. Le problème d'utiliser ChatGPT pour casser des footprints, c'est le problème du watermark en fait. Vous ne le savez peut-être pas, mais OpenAI watermark les textes qui sortent des générateurs OpenAI. Alors il y a une raison très simple en fait, c'est pas pour nous emmerder, c'est que comment est-ce que OpenAI fabrique ses modèles en prenant de la data sur le web? Si demain on génère de la data au kilomètre avec OpenAI, eh ben, qu'est-ce qui se passe? OpenAI prend de la data OpenAI pour fabriquer son modèle. Et donc OpenAI mange son propre caca. Je ne sais pas si vous avez déjà vu The Human Centipede, mais ça finit mal. Non. Et donc,
Je m'arrête là, c'est ça? Ok, j'en dis pas plus, je ne vais pas spoiler le film, Non. mais c'est une problématique. Alors donc, OpenAI watermark les textes. Comment ils font? C'est toujours un truc qui paraît magique. On peut watermarker les textes pour être capable de les détecter, alors que les gens peuvent se dire, je vais changer des mots, machin. Non, en fait, on peut réellement créer une empreinte pour être capable de détecter les textes qu'on a générés. Comment ça fonctionne? C'est extrêmement, en vérité, conceptuellement très simple et techniquement très compliqué. Ce que va faire OpenAI, c'est voilà, vous tapez un prompt, et c'est très important, ils utilisent votre prompt pour créer le watermark. Et donc, si vous utilisez OpenAI pour écrire un prompt pour casser le watermark, ça ne marche pas, puisque ce prompt que vous utilisez pour casser le watermark, il sert à créer le watermark. Donc, vous ne pouvez pas en fait casser OpenAI avec OpenAI. Alors, concrètement, comment ça marche? OpenAI prend votre prompt et il crée un générateur aléatoire avec ce prompt. Ce générateur aléatoire, c'est un truc qui tire à pile ou face et qui, une fois sur deux, va sortir rouge, une fois sur deux, va sortir vert. Et ce que va faire OpenAI, c'est qu'ils vont prendre le vocabulaire qui est associé au prompt que vous avez écrit et qui va servir à générer les textes. Et ce vocabulaire, il va être colorié. Une partie des mots va être coloriée en rouge, une partie des mots va être coloriée en vert. Maintenant, quand OpenAI génère un texte, OpenAI va s'interdire d'utiliser les mots rouges, sauf s'il n'y a pas le choix parce que la langue l'impose. Quand OpenAI va générer un texte, OpenAI connaissant son mécanisme de watermarking, OpenAI ne va sortir que des mots coloriés en vert. Bon, vous ne le savez pas, vous ne les voyez pas, il n'y a pas de couleur, mais ce sont que des mots verts. Si un être humain écrit, l'être humain ne connaît pas ce coloriage rouge-vert, donc lui il utilise n'importe quel mot qui vont bien. Donc lui il va utiliser des mots rouges et des mots verts. OpenAI connaît la couleur des mots. Quand un texte est vu par OpenAI, s'il est à des mots rouges et des mots verts, c'est qu'il est écrit par l'être humain. S'il n'y a que des mots verts, c'est qu'il est écrit par la machine. Combien faut-il de mots pour être capable de détecter un texte watermarké? 19 mots. S'il y a 19 mots qui ont été générés par OpenAI, OpenAI sait dire si c'est eux ou si c'est pas eux. Oui. Pour l'instant, oui. Pour une raison très simple, c'est que c'est très facile de watermarker. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est de transmettre les clés de watermarking sans dévoiler trop de choses. Et donc, pour l'instant, le problème ouvert, c'est comment est-ce qu'on fait pour dire aux autres quel est le watermark sans donner d'informations cruciales. Mais par contre, on peut watermarker sans problème. Alors après, c'est plus compliqué que ça, on peut faire... Voilà, mais... Ah, pardon. C'est bon, pour la prochaine. Ok. Donc voilà comment c'est faisable. Oui. Du coup, pourquoi quand je demande à OpenAI, est-ce que c'est toi qui l'as écrit? Même s'il vient de l'écrire, il me dit qu'il ne sait pas. Il dit bien ce qu'il veut, OpenAI. Hein. Donc franchement, alors, lui faites pas confiance. Ah bah non. Non. Il dit ce qu'il veut. Je lui ai demandé l'autre jour, donne-moi un fait marquant sur Annecy. Il m'a dit, il y a un lieu de pèlerinage au fond du lac, tout le monde y va. Je vous jure qu'il n'y en a pas. Faites-lui pas confiance. C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit check. Check. Des fois, il raconte de la merde. Il peut te dire que 3 plus 5 égale 9. Et rester bloqué. Le slide d'avant, c'était est-ce que c'est détectable quand on n'est pas OpenAI? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une littérature académique sur le sujet de la détectabilité des modèles de la langue, mais qui est assez ancienne parce que personne n'a travaillé pour GPT-4. Benoît a une question. Vas-y, parle fort, je la répète. C'est est-ce qu'on peut utiliser le mécanisme de watermark pour éviter la duplication, en fait? Alors, la question, c'est si on lui dit de ne pas faire de plagiat dans un prompt, est-ce qu'il ne va pas en faire? Et la réponse est il s'en fout. Voilà. Il n'est pas capable de le savoir. Ouais. Sur la détectabilité, donc il y a une littérature scientifique, mais qui est assez ancienne, parce que personne n'a travaillé sur ChatGPT de ce point de vue-là. Voilà, et c'est le principe qui compte. Ici, ce qu'on voit, c'est des nuages de points dans un espace. Enfin, faites-moi confiance, on place les points selon certaines statistiques. C'est comme ça qu'on essaye de repérer qui a écrit un texte. Donc chaque point correspond à un texte qui a été écrit. Quand c'est en vert, c'est écrit par un être humain. Toutes les autres couleurs, c'est des générateurs de textes qui ont existé jusqu'en 2020-2021. Il y a GPT-2, PPLM qui est plus récent, etc. On voit que l'être humain en vert ici, il est très séparé du reste. On pourrait se dire c'est donc facile de comprendre quand c'est l'être humain qui a écrit ou pas. Ici, l'être humain en vert, mais regardez ici, il y a plein de points verts qui sont au milieu de points rouges. Et le point rouge, c'est un détecteur, c'est un générateur qui s'appelle PPLM, qui était celui qui était le meilleur à ce moment-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il est facile de détecter une partie des contenus comme étant humains ou pas humains, mais il y a toute une partie des contenus où on ne peut pas faire la différence parce que les caractéristiques statistiques sont exactement les mêmes. Et grosso modo, c'est toujours la même règle. Alors, c'est toujours le fameux 80-20, mais voilà, il y a 80% des textes qui vont être générés, ce sera facile de se rendre compte que c'est généré, mais parce qu'en fait, le travail a été mal fait, hein, on ne va pas se mentir. Et tous les autres, on va avoir du mal. Donc, il y a ceux qui sont dans une zone grise, on ne sait pas trop, et il y en a qui sont totalement indiscernables. Il va y avoir 5 à 10% des textes, on ne va jamais réussir à savoir si c'est l'être humain ou pas.
Mais 80%, c'est déjà pas mal, hein. Tout ce qui est trop nul, en fait, on peut le virer, c'est ça que ça veut dire. Mais ça reste une tâche difficile, et donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment détecter des contenus générés par de l'IA. Quoi que les gens disent, statistiquement, ce n'est pas possible pour l'instant. On ne sait pas faire. On est très en retard. Ouais, mais c'est pas notre faute. Bon, est-ce que le SEO va mourir? Non. Est-ce que les SEO vont mourir? Ah, peut-être. Certains. Bah oui. Mais ceux qui ne s'adaptent pas. Mais ça, c'est Darwin, c'est la vie. Hein. Tout à fait. Adapt or die. C'est triste, mais c'est vrai. Ce qu'on voit, en fait, c'est que le moteur, il est en train d'évoluer, mais dans le fond, il y aura toujours besoin d'une forme de SEO. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est l'être humain interroge Google, par exemple. Demain, l'être humain interrogera une IA, mais cette IA, l'information ne viendra pas de nulle part. L'IA interrogera un moteur de recherche standard, en fait, pour fabriquer sa réponse. Donc, il y aura toujours du SEO, sauf que notre cible, ce ne sera pas l'être humain, ce sera l'IA qui doit travailler pour l'être humain. Donc, ce sera probablement un SEO complètement différent, mais il y aura du SEO à faire. Et quand tu sais faire du SEO, que ce soit sur Google, sur je sais pas quoi, tu t'en fous, tu sais, tu as compris. Oui. Bah, on ne sait pas, puisqu'on ne sait même pas comment les gens vont gagner de l'argent à fournir des réponses avec l'IA pour l'instant. Donc on ne peut pas savoir comment... Parce qu'en fait, notre métier, c'est de détourner une partie du flux de monétisation de tout cet écosystème. La question, c'est comment on fera. On ne sait même pas encore comment cet écosystème va vivre. Ça se trouve, il n'y a pas de monétisation réelle pour les moteurs dans l'IA. Hein. On ne sait pas. Ce serait ça la pire hypothèse, d'ailleurs. Alors là, il faut que je répète la question, parce que voilà. Vas-y. Est-ce qu'il faut attendre que les actionnaires ne soient pas contents parce que Google perd de l'argent? Ils sont déjà pas contents. Ils sont déjà pas contents, je crois, oui. Tout à fait. Non, je n'ai pas de réponse là-dessus. Moi, Non. c'est un truc économique. Mon métier ne va pas jusque-là, moi, je suis désolé. Je ne sais pas répondre. On va avancer parce qu'on est un petit peu à la bourre. Ouais, On y va. tout petit peu. On va parler de Discover, alors. Vas-y. Ah, j'en parle. Allez, vas-y. Le Introduction. SEO ne va pas mourir, mais les SEO sont un peu en galère, en partie, une partie des SEO en tout cas. Discover, c'est une des verticales de Google qui est potentiellement celle qui pourrait sauver une partie du business pendant au moins un certain temps. Discover, c'est complètement différent. Déjà, Discover, c'est l'utilisation de l'IA d'une autre manière que les langages, enfin les modèles de langue qu'on connaît. C'est un système de recommandation à cliquet, Discover. Donc là, il y a un slide ou deux théorique qui fonctionne en plusieurs étapes. La première étape, c'est trouver un sujet attractif qu'on veut présenter aux gens. ChatGPT peut aider, mais l'être humain reste plus fort pour trouver des sujets quand même très attractifs. Mais ChatGPT peut aider, puis ensuite peut fabriquer les titres, etc. Rédaction de l'article, ChatGPT peut le faire avec un bon prompt. Il faut bien comprendre que des articles pour Discover, c'est des articles qui après vont passer dans un type d'algo complètement différent de ceux qu'il y a pour le search. Donc ça n'a rien à voir, l'optimisation pour le moteur et Discover, d'un point de vue technique. Et puis ensuite, il y a le choix de l'image qu'on va utiliser pour l'illustration, qui est très très importante. Et aujourd'hui, moi je pense que seul l'humain est capable de bien choisir les images pour Discover. On peut toujours choisir des images, hein, mais bien les choisir, je ne pense pas que ce soit faisable automatiquement. J'ai dit que c'était un algo à cliquet, Discover. En fait, il y a une deuxième étape qui est l'étape de rendre un article éligible à Discover. Donc pour qu'un article génère du trafic avec Discover, il faut qu'il soit choisi pour rentrer dans le feed. Donc il y a un critère, le critère dit de primo-exposition, qui est celui qui va rendre l'article éligible. Et ce critère, c'est quoi? C'est avoir du trafic vers, du trafic important, vers l'article en question. Et donc, il y a plusieurs points qui sont importants par rapport à ça. Le timing de publication, le trafic qui est monitoré depuis Google Chrome et qui peut venir de différentes sources, des réseaux sociaux, de l'achat de trafic, peu importe. On en reparle tout de suite après. Il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a un switch chez Google qui est extrêmement important avec Discover, mais qui existe depuis quelques mois déjà. Originellement, on utilise tous le PageRank pour maximiser la popularité perçue par Google de son site web. Mais le PageRank, il ne faut pas oublier qu'en 1998, quand il a été créé, il n'avait qu'un seul but, c'était utiliser une information de la structure du web pour essayer d'estimer le trafic réel vers un site web, parce que Google n'était pas capable d'estimer le trafic réel. Donc le PageRank, c'était un artifice technique pour comprendre le trafic vers les sites web. Aujourd'hui, Google
avec tous les systèmes de siphonnage de données qu'ils ont, sait estimer ce trafic. Et donc, c'est naturel qu'ils switchent au fur et à mesure vers l'utilisation de cette donnée de trafic pour faire tout et n'importe quoi. Croire que Google n'utilise pas les datas de Chrome, ce serait être très naïf. Croire que Google a investi massivement dans la pub pour promouvoir Chrome sans rien en faire, ce serait très naïf. Croire que Google a fait de la pub dans le métro pour Chrome, ce serait naïf. Croire que Google a payé des campagnes de liens pour promouvoir Chrome, c'est pas innocent. Allez, vas-y. Et dernière étape, c'est la troisième étape, c'est une fois que l'article est éligible, est-ce qu'il va fonctionner ou pas? Donc là, c'est un algo d'apprentissage par renforcement. Google présente des articles, il les présente aux personnes qui sont dans des clusters d'affinités, donc qui ont les mêmes types de goûts. Si ça performe, c'est de plus en plus montré. Si ça ne performe pas, c'est de moins en moins montré. Et ça génère comme ça ou pas du trafic. Donc voilà pour Discover en 3 blocs. Discover, une des voies de sortie par le haut possible pour l'écosystème d'édition de sites monétisé en cas de coup dur, voilà, etc. Hop, je passe. Et je vais laisser Paul avec son truc. Mais pareil, il y a eu la conf d'Alice juste avant, je ne sais pas si Alice elle est dans la salle. Franchement, ce qu'elle a dit pour tous les réseaux sociaux, pour moi, Discover, c'est un réseau social aussi. C'est exactement applicable à Discover. Là, c'est un screen pour vous donner envie. C'est ce qui va nous faire sortir par l'eau. Effectivement, il y a des vendeurs de liens, etc. Mais si en plus tu rajoutes une petite couche de Discover, tu peux générer un trafic qui est très intéressant. Ça, c'est un screen de Discover sur les 3 derniers mois, avec 11 millions de trafic, avec 3000 utilisateurs connectés. Et j'ai entouré les pages actives parce que les gros médias présentent beaucoup de pages, génèrent moins de trafic, mais présentent 3000 pages actives en permanence. Ça, c'est les utilisateurs actifs au cours des 5 dernières minutes. Et quand tu génères ces chiffres-là, eh ben, tu génères du business magnifique derrière. Là, je vous fais un screen un peu how-to avec tous les basiques. À vous de les exploiter ou pas. Il y a un avantage au départ pour les sites Google News, ça va plus vite, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ce n'est pas un impératif. On peut rentrer dans Discover sans être obligé d'être un site Google News. Ce qu'il faut faire, c'est un peu comme sur les réseaux. Hein. Publication régulière et croissante. Hein, on commence gentiment et on accélère. Les heures de publication sont primordiales. Alors, je suis un peu plus souple que sur ton screen généraliste sur les heures. Mettez-vous à la place de votre audience et pareil, vous avez Google Analytics qui vous permet de voir limite heure par heure à quelle heure votre site est consulté. Mais même sans ça, c'est du bon sens. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que les gens se lèvent le matin, ils font caca, comme on disait tout à l'heure, ils prennent leur douche et ensuite ils prennent le métro. Et c'est dans tous ces moments-là de trucs qu'ils vont consulter leur petit téléphone et que ça s'impose à eux. C'est idem pour le soir, idem pour les week-ends, idem pour les jours fériés qui sont des journées magnifiques pour Discover, etc. etc. Les choix des sujets, est-ce que c'est primordial ou pas? Il y a des sujets qui fonctionnent très bien, qui sont des sujets très connus, ce que moi j'appelle certains marronniers, je ne vais pas les évoquer, mais je vais juste donner un exemple de sujet qui est nul à la base, qui s'appelle Origine et histoire de la braguette. Rien à foutre. Par contre, si je dis comme titre, vous ne croirez jamais comment la braguette a révolutionné l'humanité. Eh oui. Eh oui, là tu te lèves le matin, tu dis c'est quoi cette merde? Ben, tu vas cliquer. Voilà, mais c'est ça le but, le titre accrocheur, le titre putaclic, et avec l'image qui va bien. Et c'est pas nous qui l'avons inventé. Comment il s'appelle notre copain Paris Match. Le poids des mots, le choc des photos. C'est un résumé parfait de Discover. Hein, c'est la porte d'entrée. Donc, et en plus, il y a des mots magiques dans Discover. Les dates, il adore bouffer de la date. Il adore des mots magiques comme selon la science, selon une étude scientifique, selon les chercheurs, selon tel site, selon UFC, que choisir. Regardez ce que font les gros médias, c'est des spécialistes de ça. Hein, le mot-clé révélateur. Bon, il y en a plein d'autres. Il y en a qui sont en gras. Un petit mot foot. Dézingué, par exemple, dans le football, dans d'autres thématiques, etc., etc. La taille des contenus, est-ce que c'est important? Encore une fois, on est sur de la version mobile. Hein, Discover, c'est mobile. Donc, est-ce qu'il faut un gros truc? Est-ce qu'il faut un truc lourd? Non. Basique. Less is more. J'ai mis in cluster we trust. Imaginons demain, je vais attaquer la thématique Lidl. Ne me demandez pas pourquoi. Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, ils s'en foutent. Je vais créer un article, 2 articles. Il ne va rien se passer. Le troisième, bam, hop, j'ai créé mon cluster, ça démarre, ça grimpe. Hop, derrière, qu'est-ce que je peux attaquer? Mon copain Ikea. Je peux attaquer mon copain autre. Voilà, et ainsi de suite, Zara, nanana, on s'en fout. Allez, in maillage we trust. Le maillage, c'est bien parce que c'est à double sens. C'est à la fois pour le SEO et à la fois pour... Si j'ai un article qui performe, que j'ai du maillage, machin, peut-être que les autres vont performer et remonter aussi le même jour. Même des articles anciens que tu as écrits 7 ou 8 jours avant peuvent remonter dans Discover grâce au maillage. Mais ça ne sert pas que à ça. Donc tu vas te servir de tout ce que tu peux mailler, le maillage automatique avec les tags, les liens in-text pertinents qui sont aussi complémentaires de ton article principal. Et ici on a mis quelque chose en noir, comme ça, en gras, pardon, en strong, comme ça commence à devenir un peu connu. Traffic is the kick, traffic is the new gold. Je vous laisse découvrir, aller plus loin de vous-même. Mais voilà, donc
Maintenant, on passe en mode Yoda, du trafic tu achèteras, du social tu feras. C'est pour ça qu'il fallait écouter la conf de Alice. La newsletter. De la newsletter, tu enverras, mais pas à n'importe quelle heure. Du push, tu lanceras. Les concurrents, tu copieras, mais pas que. Tu seras créatif aussi. Tu te balades dans la rue, tu penses à un truc, tac, boum, la braguette, impeccable. Allez. Et de l'argent, à la fin, tu gagneras. Mais par contre, n'oublie pas qu'un jour, tu peux te faire défoncer par Discover. Donc, en parallèle, tu travailles ton SEO. OK ? N'oublie jamais ça. Pour l'instant, le SEO, il est encore là. C'est des miettes, mais ça peut être encore des belles miettes. Et on a fini alors. Et en conclusion... Il y a un truc, c'est quand même, les gens se demandent avec tout ça, où va Google ? Et, on va probablement vers un assistant, etc., un assistant personnel qui répondra pour nous à pas mal de questions. On a l'impression que c'est nouveau. C'était annoncé par Amit Singhal en 2014. Il disait que c'était la voie que Google allait prendre. Et ils auront mis juste 10 ans à commencer à y arriver, en fait. Mais on y arrive, mais c'était déjà ce qu'ils avaient prévu à l'époque. C'est ce qui est assez amusant, parce que, voilà. Moi, aujourd'hui, je vais de moins en moins sur Google. C'est mon assistant, c'est ChatGPT. Je vais plus trop sur Google, à part pour les clients. Voilà. Bon, je pense qu'on a bien débordé. Et on n'a pas le droit aux questions, je pense. Comme il y a déjà eu beaucoup de questions, Voilà. je vous propose qu'on passe cette étape et on peut donc beaucoup remercier Paul et Sylvain pour leur conférence. Merci.